Donc, les buts ici, c'est d'avoir un petit appel du contexte réglementaire, du neuf et de l'ancien. Donc, c'est plus vis-à-vis de la partie environnementale, hein. Donc, quel est le contexte du secteur du bâtiment aujourd'hui? Donc, je pense que vous avez déjà entendu ça avant. Donc, on a plus qu'un tiers de la consommation des ressources globales. 40% de la consommation énergétique de l'Union européenne vient du secteur du bâtiment. 36% des émissions de gaz à effet de serre et un tiers des déchets donc, en Europe vient de ces secteurs. Par contre, j'ai un petit souci parce que je pense qu'il faut valider l'entrée des personnes. Alors, je vais checker. Ah, ok, nickel. Naïm, merci. Désolée, hein. Je vais reprendre. Donc, en parlant précisément de la France, donc les parcs des bâtiments français, ils consistent à 36 millions de logements aujourd'hui, dont 35% qui ont été construits après 1975, qui ça correspond donc à la première réglementation thermique, des débuts des réglementations, et 65% donc avant 1975. Et donc, on a le logement ancien qui consomment en moyenne 300 kWh par mètre carré par an. C'est qui est vraiment une moyenne. On a des logements, donc, par exemple, les logements classifiés F, par exemple, aujourd'hui, FG, ils ont une consommation supérieure à 450 kWh par mètre carré par an. Il y en a un plan de rénovation, donc ça c'est très important, qui est que donne un focus sur les passoires thermiques. Dans ces cadres-là, on peut aussi parler de tout ce qui concerne, par exemple, les plans pour les logements pour la location qui ont été interdits, donc tout ce qui concerne la déclaration de DPE supérieure, donc à FG, doit être rénové avant d'être loué. Et donc, on a aussi donc, un quart de parc français qui n'est pas encore construit. Et c'est dans ces cadres-là, du coup, aujourd'hui, qu'on va parler de la RE 2020. Parce que la RE 2020, elle concerne que les bâtiments neufs. Donc, on va passer donc le contexte réglementaire. Le contexte réglementaire, donc on avait avant la RT 2012, la RT 2005, et on voit donc un effort qui a été fait principalement sur tout ce qui est le chauffage, les choses sanitaires. Et on a encore toute cette partie, la première bleu clair, qui concerne l'énergie grise, qu'on avait beaucoup de marge pour évoluer là-dessus. Et c'est là qui rentre aussi la RE 2020, dans le travail de cette énergie grise, en utilisant par exemple des écomatériaux. Donc dans la réglementation, on voit beaucoup l'emploi, donc développement d'emploi du bois, des isolants biosourcés ou même des pierres naturelles, mais aussi des procédés innovants. Dont les ciments, des aciers, visant une décarbonation de ces procédés-là. Donc, voilà ce qui existe aujourd'hui, à savoir, donc, comme je vous ai déjà dit, je vais reparler de ça. La RE 2020, pardon, c'est... Allô? Oui, ok. La RE 2020, elle concerne donc que les bâtiments neufs, ce n'est pas les bâtiments anciens. Donc, l'Euro 2020, les débuts, ça a été un peu en 2019 avec tous les tests qui ont été faits. Même en 2016, on a eu les tests E plus et moins. Et en 2020, décembre 2020, c'était les projets des textes version 0. En mars 2021, donc la version révisée. En juin, on a eu des textes pour les résidentiels et donc la mise en vigueur en janvier 2022. Et donc, on a aussi une progression pour les nouveaux seuils. Team AirPod ici. Pardon? Excusez-moi si vous pouvez bloquer votre micro. Merci beaucoup. Donc,
On a des nouveaux seuils qui sont prévus donc pour 2025, 2028 et 2031. Et ces nouveaux seuils sont principalement, donc, quand on parle de l'environnement, pour les maisons individuelles, on reste sous les 4 kg de CO2 équivalent par mètre carré par an. Mais quand on parle des logements collectifs, on a une évolution qui vise donc à réduire ces seuils. Aujourd'hui, on est à 14, mais la tendance est d'aller vers 6,5 et aussi pour tout ce qui est réseau de chaleur urbain. Donc, on a 3 principaux objectifs dans la RE 2020. Donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l'énergie. Le deuxième, c'est de diminuer l'impact carbone de la construction des bâtiments. Et le troisième, c'est donc de garantir le confort en cas de forte chaleur. En parlant donc de ce premier objectif, c'est la sobriété énergétique, on a un seuil de 30% de réduction des besoins pour plus de sobriété. Et donc, ça va directement affecter les BBO, l'indicateur BBO, qui les calcule donc, du besoin de chauffage, besoin de refroidissement et besoin d'éclairage. À savoir, donc, dans la RE 2020, aujourd'hui, même si on n'a pas de système de refroidissement, les besoins en refroidissement ils seront systématiquement comptés. Et on a donc un seuil donc, pour les BBO max de 63 points pour les maisons individuelles et 65 pour les logements collectifs. Ensuite, on parle de la sortie des énergies fossiles dès 2025, donc avec des seuils aussi pour les émissions en gaz à effet de serre, des consommations d'énergie, donc comme je vous ai dit dans les slides précédents, des 4 pour les maisons individuelles et des 14 aujourd'hui pour les logements collectifs, à savoir que donc il y a une tendance donc d'évolution des réductions de ces seuils. Et aussi donc de systématiser les recours à la chaleur renouvelable, donc inciter à la décarbonation des réseaux de chaleur, principalement. Donc là, c'est les troisièmes lignes du tableau que je vous ai montré précédemment, qui a une évolution. Donc aujourd'hui, l'essai est de 8 kg de CO2 équivalent par mètre carré par an, et les buts c'est d'évoluer vers 6,5, à savoir qu'aujourd'hui, donc 73% des réseaux de chaleur ils respectent déjà ces seuils. Voilà, donc juste un petit graphe pour vous illustrer tout cela. Ensuite, l'objectif numéro 2, qui est de diminuer donc l'impact carbone, donc on va beaucoup parler aujourd'hui. Donc, encourager les stockages du carbone via l'analyse du cycle de vie dynamique. Et en fait, c'est quoi cette analyse du cycle de vie dynamique? Si on part, c'est vraiment l'effet qu'il y a des produits qui peuvent stocker du carbone. Donc, l'effet de garder les carbones dans les bâtiments fait que l'émission donc, de ces CO2, il va être à un horizon, par exemple, de 100 ans ou de 50 ans, qui est la durée de vie de référence du bâtiment, elle va être moindre que si on émet aujourd'hui. Donc, l'impact de cette émission, elle va être moindre. Voilà. Donc, on aura pour cela donc aussi un recours accru au bois et aux matériaux biosourcés, mais aussi plus de mixité des matériaux, donc une transformation de la matière déconstruire. Donc là, on va parler des procédés innovants, avec donc aussi les buts de décarboner, mais aussi d'autres façons de construire. Et on parle aussi donc d'une transition progressive pour diminuer de plus de 30% les émissions de la construction. Donc là, on parle des seuils de l'indicateur carbone dans la construction. Donc aujourd'hui, on a un seuil qui est à 640 pour les maisons individuelles et 740 pour les logements collectifs. Et le but, c'est qu'en 2031, on ait un seuil qui arrive à moins de 490 kg de CO2 équivalent par mètre carré. Donc ça, c'est sur le 50 ans. Bien sûr, c'est la durée de référence du bâtiment. Et donc, l'objectif clé numéro 3, c'est le confort en cas de forte chaleur. Ça, c'est plus vraiment la thermique du bâtiment. On parle sur une base de scénarios similaire à la canicule de 2003, où on va avoir un seuil aussi au maximal de 1250 250 degrés heure.
donc ça correspond à une période de 25 jours durant laquelle les logements seraient continuellement à 30 degrés les jours et 28 la nuit, et un seuil bas aussi à 350 degrés heure. Alors, et comment, du coup, on passe pour arriver à faire ces calculs pour obtenir la RE 2020. Donc, à savoir, donc, aujourd'hui, les secteurs du bâtiment, c'est un des secteurs majeurs qui utilisent l'analyse du cycle de vie, où on a l'analyse du cycle de vie, c'est on a les impacts donc, environnementaux des produits, des constructions et du bâtiment lui-même. Et à partir de ces impacts des produits de construction, c'est à partir de cela qu'on crée une FDES, donc une fiche de déclaration environnementale sanitaire. Et c'est à partir de ces FDES qui se basent donc sous la norme 15804, donc, où Jacques Chevalier il parlera un petit peu plus par la suite. On va rassembler tous les FDES, tous les produits de construction qui composent mon bâtiment pour créer donc cet impact du bâtiment lui-même, donc en accord avec la RE 2020. Donc, si c'est juste une petite illustration, donc les EPD, donc EPD c'est en anglais, hein, Environmental Product Declaration, c'est F2S en français. Ils suivent donc cette norme 15804. On peut avoir donc des règles, des catégories, des produits spécifiques à chaque typologie de produits. Il se suit aussi donc la règle générale de l'ACV, donc l'ISO 14040-44 et l'ISO 14025, c'est pour des déclarations. Et du coup, on a aussi des logiciels où on va pouvoir utiliser, donc rassembler donc, nos données du projet, les données du bâtiment lui-même, et les données environnementales qu'on a pu récupérer donc, de la base INES pour transformer ça et avoir la performance environnementale de mon projet. Et ça, c'est la liste des logiciels ACV réglementés aujourd'hui et acceptés par la RE 2020. Donc, on peut voir, par exemple, Sustain Eco, Izuba Energy, les PNO qui sont un peu les plus connus. Mais il y en a, à chaque mois, il y a les gouvernements donc, qui sortent la liste des logiciels qui sont agréés pour réaliser donc, cette réglementation environnementale.